Salut la guilde, j'espère que ça va et aujourd'hui je vous ai passé au peigne fin une interview exclusive qui a eu lieu sur la chaîne de DMT, c'est le youtubeur streamer en haut à gauche avec la capuche qui est assez connu pour Diablo 4 mais aussi d'autres jeux qu'il couvre depuis un petit moment et il a eu la chance d'interviewer Jonathan Roger, un des cofondateurs de Green Gear Studio, qui a pour le coup répondu à beaucoup de questions qui étaient restées en suspens après la vidéo qui a dévoilé énormément de choses sur le jeu il y a quelques jours. Bref, c'est hyper intéressant et je vous ai absolument tout traduit. A noter que je vous mets en description l'article avec tous les timecodes si vous voulez aller voir un petit peu les réactions directement en anglais parce que honnêtement Jonathan ça a l'air vraiment d'être un bon gars. C'était une interview vraiment très chaleureuse avec très peu de langue de bois, donc ça contraste un petit peu avec les gros studios parfois et des réponses qui sont pas vraiment très précises, et j'ai beaucoup apprécié son côté humain. En tout cas, si vous voulez vous faire votre propre avis, et bien tout est sourcé et comme vous pouvez le voir il y a pas mal de sujets à aborder, donc encore une fois n'hésitez pas, je vous mets le lien en description et en premier commentaire. Vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur Path of Exile à venir, et bien lootez ce bouton rouge, activez la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors, une des premières questions qui avait été abordée, eh bien, elle est apportée par Gazi TV. Il dit: y aura-t-il des pénalités d'XP à la mort dans Path of Exile 2? Et Jonathan répond: il y aura effectivement une pénalité sur les points d'expérience en cas de mort, mais celle-ci a été supprimée pour la campagne. Cependant, elle devrait être réintroduite pour le contenu de fin de jeu, notamment lors de la progression vers le niveau 100. L'objectif est de rendre la montée niveau 100 un véritable accomplissement. Si un joueur subit un très grand nombre de morts, par exemple 2000 fois contre une personne qui ne meurt jamais, eh bien cela pourrait rendre cette progression impossible. Cette mécanique incite donc à une réflexion approfondie sur l'équilibre de son équipement, aussi bien en termes offensifs que défensifs. Autre question de Gazi: comment sont gérés les loots quand on est dans un groupe de joueurs? Pour les objets comme la monnaie, donc là ils ont parlé de l'or par exemple, tous les joueurs en veulent, peu importe leur rôle ou leur classe, donc lorsque deux joueurs sont dans le même groupe, la quantité de monnaie qui tombe est doublée, cela garantit que chaque joueur a sa part équitable. Le même principe s'applique aux objets universels comme les anneaux et les amulettes, car ces objets ne sont pas spécifiques à une classe ou un rôle. Tout le monde peut les utiliser. Ainsi, la quantité de ces objets est également augmentée de 100% pour refléter le nombre de joueurs. Pour les armures, il existe 6 types différents correspondant à des préférences ou des classes spécifiques. En moyenne, il n'est pas nécessaire de doubler leur quantité, une augmentation plus modérée est suffisante pour s'assurer que tous les joueurs obtiennent ce dont ils ont besoin. Cela est dû au fait que chaque joueur ne cherche qu'une fraction spécifique d'un type d'armure disponible. Les armes étant encore plus variées que les armures, la probabilité que deux joueurs dans un groupe utilisent le même type d'arme est faible. Par conséquent, la qualité d'arme augmentée est moins importante que les monnaies ou les armures, car chaque joueur recherche un sous-ensemble d'armes. L'objectif principal de cette gestion des loots est de réduire le nombre total d'objets inutiles qui tombent au sol. L'accent est mis sur la qualité. Les objets qui tombent sont plus pertinents et utiles pour les joueurs. En moyenne, le taux d'augmentation de loot pour chaque joueur est d'environ 28%, mais ce chiffre est ajusté en fonction de la nature des objets. Ensuite, Gazi demande: imaginons que sur un groupe de deux, que se passe-t-il si un des deux joueurs meurt? Jonathan explique qu'en cas de mort d'un joueur dans un groupe de deux, la gestion des récompenses et des actions dans une situation comme le Sanctum dépend principalement de celui qui a initié l'activité. Le joueur qui est responsable de l'entrée, eh bien il a payé le coût d'entrée et donc il est considéré par le jeu comme propriétaire de la carte. Le joueur va déjà contrôler la progression dans l'événement, comme choisir les salles ou les actions à effectuer, et les objets importants comme ceux qui proviennent des coffres ou des récompenses clés reviennent au joueur qui a payé pour entrer. C'est ce joueur qui bénéficie directement des gains principaux. Certains éléments comme l'ascension peuvent être accessibles à tous les joueurs, même si l'un demeure, mais Jonathan n'était pas sûr à 100% sur ce détail. Ensuite, question de DMT, donc concernant les loots, comme on a pu le constater sur les vidéos, il y a le tier 1, tier 2, tier 3, pouvez-vous nous expliquer en quoi cela fait référence? Jonathan explique que les tiers, donc de niveau 1, 2, 3, etc., des loots font référence à un système interne destiné à améliorer la qualité et la pertinence des objets trouvés. Voici quelques points principaux. Les tiers vont influencer sur la qualité des objets obtenus grâce à des facteurs comme la rareté ou la chance d'améliorer certains types d'objets. Par exemple, transformer une monnaie en une version de rang supérieur. Cela va au-delà du simple fait de trouver des objets plus rares, magiques ou uniques. Le système ajuste aussi la possibilité d'obtenir des objets réels
inutiles, utiles et de meilleure qualité. Il y a donc 5 niveaux mais qui ne sont pas visibles par les joueurs. Ça va influencer les chances d'amélioration d'objets, l'élimination d'objets de faible niveau ou de type inférieur pour se concentrer sur des objets plus pertinents, l'ouverture de la possibilité de looter des objets uniques plus puissants à mesure qu'on progresse dans ces niveaux. Le Magic Find ou MF joue un rôle dans ce système en augmentant les chances de progresser à travers les niveaux de tiers. Toutefois, même sans le MF, il reste possible d'accéder à des objets de niveau supérieur. Cette mécanique augmente simplement la probabilité de cette progression. Au lieu de submerger le joueur avec une quantité d'objets massive, le système vise à créer une expérience gratifiante en garantissant que les objets trouvés ont une réelle valeur ou utilité. Donc le but c'est vraiment de réduire les tas d'objets inutiles avec énormément de drop au sol. Autre question de DMT, donc en parlant de qualité de loot, que pensez-vous du système de filtre à loot? Jonathan explique que le système de filtre à loot dans Path of Exile 2 fonctionne de la même manière que dans la première version, avec quelques considérations importantes. Les filtres à loot sont entièrement pris en charge comme dans le jeu original. Il n'y a aucune intention de supprimer ces systèmes car il est crucial pour de nombreux joueurs. Les filtres permettent aux joueurs de mettre en évidence des objets jugés importants selon leurs propres critères. Cela donne une grande liberté pour ajuster les loots à leurs besoins ou stratégies. L'équipe de développement cherche à garder l'écran visuellement clair en évitant un excès d'informations liées au loot. Ils veulent donc éviter de surcharger les joueurs avec trop de décisions ou de jugements de valeur prédéfinis sur ce qui est important ou non. Ils préfèrent donc ne pas imposer leur propre jugement sur la valeur des objets. Ils laissent aux joueurs la liberté de définir ce qui est pertinent pour eux à travers leur propre filtre. D'ailleurs, pour information, les filtres dans Path of Exile, c'est un petit fichier que vous allez pouvoir mettre dans les dossiers. Donc c'est pas forcément quelque chose qu'on est familier si on joue pas à Path of Exile, mais vous avez des sites comme par exemple Filterblade qui vous permet de customiser vos filtres, voire même de télécharger des filtres qui sont déjà prédéfinis, comme ça même si vous y connaissez rien, vous téléchargez le filtre, vous le mettez dans le bon dossier et vous allez faire ressortir entre guillemets les objets importants, et après avec plus de connaissances vous pourrez créer vos propres fichiers et faire vos propres filtres. Et ça sera sûrement l'objet d'un tuto à venir sur la chaîne évidemment. Autre question de DMT, il semble qu'il y ait de plus en plus un accent mis sur l'exploration et la création de l'univers de Path of Exile, donc et son lore, etc. Pouvez-vous en parler? Donc effectivement, il confirme que Path of Exile 2 met davantage l'accent sur tout ça et la construction de l'univers qui rend les leçons des lacunes de la première version. Beaucoup de joueurs de Path of Exile traversaient le jeu sans vraiment comprendre ou remarquer l'histoire. L'équipe veut éviter cela en rendant le récit plus clair et plus engageant dans PO2. Dans la première version, de nombreux joueurs manquaient des contenus cachés dans les cartes simplement parce qu'ils ne savaient pas qu'ils existaient. Pour résoudre ce problème, des icônes sur la carte ont été ajoutées pour indiquer des lieux intéressants, incitant les joueurs à explorer davantage. Le générateur de niveaux aléatoires a été ajusté pour les mêmes cul-de-sac contenant des éléments intéressants à découvrir, et chaque zone comporte désormais 2 ou 3 objets éléments faits à la main, créant une expérience unique et enrichissante pour les explorateurs. L'objectif c'est d'avoir une grande variété d'éléments cachés et de détails dans le jeu pour que chaque nouvelle campagne donne aux joueurs l'impression de découvrir de choses inédites. Des petites choses comme des trésors cachés et des événements de lore ajoutent énormément à l'expérience d'exploration. Ces détails sont censés renforcer le sentiment d'immersion et de récompenser les joueurs les plus curieux. Question de Gazi TV, Path of Exile 2 met beaucoup l'accent sur l'expérience des nouveaux joueurs en éliminant les besoins de recourir à des outils de sites tiers. Une question fréquente est de savoir si nous pourrons chercher et consulter par exemple les monstres et leurs capacités directement dans le jeu comme un Necromicon ou un wiki intégré. Jonathan répond et il dit que c'est une fonctionnalité dont il serait très enthousiaste de développer, surtout parce que certains modèles de monstres sont incroyables mais qu'on peut pas vraiment les apprécier depuis la caméra du jeu. Par exemple, chaque week-end, il dit qu'il y a des amis qui viennent voir ses nouveautés chez lui et qu'il les montre vraiment beaucoup plus en détail avec des outils pour visualiser les différents modèles 3D, etc. Et c'est vrai qu'avoir un outil comme ça directement dans le jeu, ça pourrait être vraiment une bonne chose, mais qu'actuellement cette fonctionnalité n'existe pas, mais que ça serait une excellente idée de développer ça un jour. DMT demande, en parlant d'animation, je vais m'écarter donc un peu du script pour vous parler de la cinématique. C'est en quelque sorte la première grande cinématique révélée à ce jour dans Path of Exile. Était-ce difficile à créer et avez-vous obtenu le résultat et la réponse que vous espériez? Jonathan répond, oui, c'était définitivement très difficile, nous n'avions jamais fait quelque chose de ce genre auparavant, je l'ai écrite moi-même et nous l'avons travaillé avec une entreprise néo-zélandaise que nous avons commissionnée pour développer cette cinématique. Ils ont fait un excellent travail. J'étais un peu inquiet car les comparaisons sont inévitables avec les studios comme Blizzard qui produisent des cinématiques incroyables avec des moyens énormes. Soyons honnêtes, la qualité de l'animation n'est pas au niveau de ce que Blizzard peut faire avec les millions de dollars qu'ils investissent
investissent dans leur projet, nous ne sommes pas à ce stade. Cependant, mon objectif principal était de capturer l'ambiance du monde et de transmettre une impression de brutalité dès le départ, et je voulais que les gens comprennent immédiatement que nous ne retournons rien dans le ton et les attentes du jeu. Pour l'histoire de la cinématique, je me suis inspiré des classiques du cinéma d'action où une équipe trop sûre d'elle-même se fait éliminer un par un. J'aimais aussi l'idée de renverser les rôles. L'équipe que vous suivez au début semble être les héros, mais vous réalisez à la fin que le méchant qui les pourchasse est en réalité un bon gars. Je suis très satisfait du résultat car nous avons réussi à créer une dynamique narrative et à transmettre l'essence de ce que nous voulions montrer. Là, je dois dire que vraiment Jonathan, il est bon joueur puisque déjà il admet que Blizzard fait vraiment des cinématiques de qualité et on peut pas le nier, Blizzard sont vraiment très forts pour faire de la hype et des cinématiques de très haute qualité. Personnellement, quand j'ai vu la cinématique de Pass of Exile 2, je la mets au même niveau sans aucun problème de celle de Blizzard. Ils ont vraiment pas du tout à rougir de la qualité de la prestation par rapport à ce que fait Blizzard à ce niveau-là, donc c'est vraiment très cool malgré le fait qu'ils restent vraiment très humbles par rapport à leur position, même si on va pas se mentir, ce qu'ils ont présenté dans la présentation semble être aujourd'hui en tout cas au-dessus en termes de prestations par rapport à ce qui est proposé par la concurrence, et qui je le rappelle à terme sera un free-to-play. Ensuite DMT demande: je suis un grand amateur du mode Blight, donc vous savez que je vais poser la question, pouvez-vous me teaser ou me donner un peu d'espoir que Blight pourrait faire son retour dans Pass of Exile 2 à un moment donné. Donc Blight, pour ceux qui ne savent pas, c'est une genre de mécanique tower defense où vous allez défendre un pylon contre des vagues de monstres en construisant des tours stratégiques, etc. Et Jonathan répond: eh bien je dirais que Blight est l'une des lignes relativement faciles à intégrer comparée à d'autres. Quand nous évaluons les lignes réintroduites, certaines sont plus complexes, mais Blight fait partie de celles qui sont assez simples à ajouter. Cela dit, un des systèmes de récompense de Blight a été déplacé vers autre chose, donc nous devrions créer un nouveau système de récompense pour elle. Nous avons déjà des idées à ce sujet. Par ailleurs, nous disposons des monstres nécessaires pour Blight et nous avons également beaucoup d'éléments visuels et artistiques provenant de l'acte 5 qui conviendrait parfaitement à cette mécanique. Question de Grazi TV qui dit: dans Pass of Exile 2, il semble qu'il y ait de nombreuses factions d'augmenter la puissance des cartes. Comment le système de Pass of Exile 2 se compare-t-il à la première version pour le mapping de fin de jeu? Nous avons eu pas mal d'informations durant la présentation, mais pourriez-vous développer davantage? Tout d'abord, nous voulons absolument que le juicing, donc ça doit être le fait d'augmenter la puissance comme ça des différentes maps, reste une composante importante du jeu. Cependant, il est possible que vous ne puissiez pas atteindre le même niveau que dans la première version. Cela dit, il est difficile de dire avec certitude car ce genre de système dépend fortement de la manière dont les joueurs interagissent avec l'économie et le commerce. Le commerce joue un rôle énorme dont le juicing fonctionne, notamment pour obtenir tous les éléments nécessaires au boost de cartes. La question est de savoir si vous pourrez le faire à chaque carte ou seulement occasionnellement. Franchement, tant que la dynamique commerciale ne commence pas à réellement se former avec des joueurs, il est difficile de donner une réponse définitive. Cela dit, le système reste significatif, vous devez toujours avoir l'impression d'être incroyablement puissant lorsque vous utilisez ces mécaniques, même si les limites exactes restent à déterminer. Autre question de Gazi, donc la question suivante serait: quels sont vos plans pour gérer une augmentation importante de la power creep, donc l'escalade de puissance, à l'avenir, afin d'éviter que le jeu n'atteigne un point où on peut éliminer tous les monstres d'un seul coup? La première version de Pass of Exile est effectivement devenue assez folle sur ce point, mais il a fallu de nombreuses années pour en arriver là. Pendant longtemps, les choses n'étaient pas aussi extrêmes. Je pense que nous pouvons maintenir un rythme où nos chiffres ne monteront pas aussi vite que dans les autres jeux et ne deviennent pas exponentiels. Petit clin d'œil à Diablo 4, je pense. Cela signifie que nous n'aurons probablement jamais à gérer des chiffres de dégâts atteignant des trillions ou à devoir appliquer une réduction massive de valeur. Nous avons une équipe qui reste très vigilante à ce sujet. Par exemple, j'ai mentionné Rai plusieurs fois. Souvent, moi ou Marc voulons augmenter les chiffres, mais Rai est là pour nous dire non, gardons-les en bas. Cette dynamique permet d'arriver à un compromis raisonnable où les choses ne deviennent pas incontrôlables. En bref, nous sommes confiants dans notre capacité à éviter que l'escalade de puissance ne dépasse les limites raisonnables. Autre question de DMT, donc pouvons-nous avoir des informations concernant Righteous Fire ou son avenir? Je voulais enchaîner avec ça. Donc Righteous Fire, c'est une compétence puissante qui inflige des dégâts de feu sur la durée autour de votre personnage, et en général elle nécessite une gestion soignée, de la régénération de vie, de la résistance au feu, etc. Donc c'est une compétence assez difficile à mettre en place mais très puissante sur la première version de Pass of Exile. Donc Jonathan répond: Righteous Fire n'est actuellement pas accessible en accès anticipé car elle fait partie des compétences d'une classe qui ne sera pas incluse dans cette phase. Vous pourrez y accéder plus tard. Cette compétence a été considérablement modifiée, bien qu'elle conserve son essence, elle reste une mécanique où vous vous enflammez
infligeant des dégâts de feu autour de vous. Cependant, les mécanismes exacts en termes de statistiques et de fonctionnement sont très différents. Si vous regardiez la compétence en jeu, vous la reconnaîtriez comme Righteous Fire, mais les dégâts sous-jacents et son fonctionnement auront changé. Question de Gazi TV, si vous cassez vos cartes de l'Atlas et que vous mourrez donc dans une carte, vous pouvez plus la refaire. Que se passe-t-il si vous détruisez toutes les cartes autour de vous? Est-ce que vous êtes coincé? Oui, il est possible de réinitialiser votre carte de l'Atlas si vous vous coupez complètement du reste du monde. Je me souviens pas exactement de la méthode pour le faire, mais nous avons prévu une solution. Cette situation qui est arrivée lors des premières discussions à propos de l'Atlas. Il doit y avoir un moyen de réinitialiser entre guillemets votre Atlas si nécessaire. Il y a 4 connexions au point de départ, donc il faudrait mourir 4 fois de suite pour vous retrouver dans cette situation, donc vraiment pour le tout départ au niveau de la map. Si cela se produit, l'Atlas sera automatiquement réinitialisé, vous permettant de recommencer immédiatement. Cela dit, nous espérons que peu de joueurs auront affaire à ce problème, le réseau de connexion à terme étant suffisamment dense pour qu'il y ait généralement une autre voie pour accéder au contenu que vous recherchiez. Toutefois, il y a des conséquences à la mort. Si vous mourrez dans une autre entrée menant à un contenu, cela pourrait encore vous couper du reste de l'Atlas. En résumé, quand vous avez un passage stratégique sur l'Atlas, eh bien, il faudra faire attention à ne pas le ruiner. Autre question de DMT, donc en parlant de la carte, j'ai quelques questions. Si vous échouez trop de fois à des cartes empêchant l'accès à certaines zones, cela s'applique aux boss. Par exemple, le boss de haut niveau, les Pinnacle Boss, sont-ils liés de manière à ce que si vous échouez dans les cartes autour, vous ne puissiez plus accéder au boss? Et Jonathan répond, oui, les villes avec les Uber Boss sont particulièrement spéciales. Si vous échouez à tuer un lieutenant, alors les Uber Boss disparaîtront également du centre de la ville. Ces combats sont conçus pour être très difficiles, il faudra être vraiment prêt pour ces affrontements. Cela concerne les contenus ultra avancés, comme le système du 7e niveau. Je peux pas en dire trop ni révéler son nom, ça n'a pas encore été dévoilé, mais ça inclut une rencontre avec un boss de très haut niveau. Question de DMT, en parlant des combats contre les Pinnacle Boss, j'ai entendu dire qu'il y avait 4 niveaux de tiers, donc 1, 2, 3, 4, est-ce que c'est correct? Et Jonathan répond, oui, vous parlez des arbres à la fin, vous ajoutez la difficulté, c'est exact, il y a 4 niveaux, c'est bien ça. DMT continue avec, au-delà de cela, pouvons-nous modifier les boss eux-mêmes? Sont-ils statiques et vous ne pouvez les modifier dans l'arbre, ou alors est-ce que les boss fonctionnent comme les cartes? Vous pouvez appliquer des modificateurs comme pour les invitations dans la première version. Jonathan répond, en général non, par exemple, je suis presque sûr que les Bridgestone ne peuvent pas recevoir de modificateurs, cependant cela peut varier selon les ligues. Pour chaque ligue, nous pouvons décider comment cela fonctionne. Pour les 4 activités de fin de jeu principales, vous pouvez principalement modifier la difficulté via votre arbre de talent. Ce système d'échelle de difficulté peut affecter divers aspects comme la façon dont les compétences fonctionnent, le nombre de serviteurs qu'un boss peut invoquer et d'autres éléments de ce type. Toutefois, ce n'est pas aléatoire, les modificateurs que vous effectuez via l'arbre de talent sont prédéfinis. Pour les boss Pinnacle, il s'agit principalement de changer la difficulté grâce à votre arbre de talent plutôt que de modifier le boss eux-mêmes. Pour info, un Bridgestone, c'est une clé spéciale qui permet d'accéder à un domaine unique lié aux brèches, donc breach en anglais, où vous pourrez affronter le seigneur de ce niveau et obtenir donc de très bonnes récompenses, mais également des uniques ciblés. Question de DMT, quand j'ai regardé la carte, j'ai remarqué qu'il y avait une carte Paradise où vous obtenez un bonus d'expérience car c'est une plage tropicale. Puisque les biomes déterminent les cartes uniques ont-elles des loots spécifiques? Là où je veux en venir, c'est que est-ce que certains biomes permettent de cibler des types spécifiques d'objets à farmer? Jonathan répond absolument. Et nous voulons encore aller plus loin que ce que vous décrivez avec les cartes uniques. Par exemple, nous voulons que certaines cartes aient des thèmes spécifiques qui leur permettent de faire tomber davantage de certains types d'objets. C'est un des grands avantages de la nouvelle manière dont fonctionne l'Atlas. Avec l'ancien Atlas, nous ne pouvions pas vraiment nous permettre de faire un target farming de ce genre sans créer des problèmes. Par exemple, avec la carte de divination, cela conduirait souvent à ce que tout le monde joue la même carte en boucle. Avec ce nouveau système, nous pouvons accepter des variations importantes dans la valeur des cartes car les joueurs sont limités par la nécessité de trouver de nouvelles cartes spécifiques. Par exemple, si vous savez ce que vous cherchez apparaît dans des biomes désertiques, vous pouvez utiliser les tours pour localiser ces biomes, puis explorer les cartes désertiques en conséquence. Dans le cas des cartes Paradise, elles requièrent d'être à la frontière entre l'eau et la forêt. Seules les forêts proches de l'océan peuvent la faire apparaître. Nous pouvons également ajouter d'autres conditions spéciales pour générer des cartes uniques. Par exemple, certaines cartes peuvent n'apparaître que si vous avez des combinaisons spécifiques de biomes. Les joueurs qui comprennent ces conditions pourront cibler plus efficacement ce qu'ils recherchent lorsqu'ils explorent l'Atlas. DMT demande, est-ce que ça signifie que chaque joueur a un point de départ complètement aléatoire? Par exemple, est-ce qu'il est possible que je trouve la carte Paradise
Paradise plus rapidement qu'une autre personne. C'est tout à fait possible, rien n'empêche que vous puissiez tomber sur 5 cartes Paradise près de votre point de départ alors qu'une autre personne n'en trouve aucune. Cependant, la loi des moyennes finit généralement par équilibrer les choses. Ça soulève un point intéressant en ce qui concerne la course comme celle pour atteindre le niveau 100. Il est effectivement possible qu'un joueur ait plus de chance qu'un autre en termes de cartes intéressantes qui apparaissent autour de lui, mais dans le même esprit, un autre joueur peut avoir de la chance pour des objets qu'il obtient avec d'autres aspects du jeu. Sur le long terme, la loi des moyennes, encore une fois, joue en la faveur de l'équilibre et tout se résume davantage à la compétence du joueur plutôt qu'à la chance. Mais oui, chaque joueur aura une expérience unique et différente à ce niveau-là. DMT demande, la qualité des gemmes est évidemment une mécanique du jeu. Nous avons par exemple vu le légendaire Gemling montrant une qualité de plus 12. Pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionne et quels impacts espérez-vous que la qualité des gemmes ait dans le jeu? Jonathan répond, nous avons fait la qualité de gemmes un élément lié au contenu de fin de jeu, c'est une mécanique qui commence à apparaître uniquement à ce stade, mais elle n'est pas limitée à un seul système, cela devient simplement quelque chose qui se débloque plus tard dans la progression. La quantité de gemmes dans Pass of Exile 1 était parfois un peu trop compliquée, nous avons essayé d'améliorer ce système en choisissant des stats plus amusantes ou intéressantes à faire évoluer. Cela ajoute une nouvelle forme de grind où les joueurs peuvent chercher à perfectionner leurs gemmes. Et il y a aussi quelques autres mécaniques liées à la perfection des gemmes. J'hésite à en parler car je ne suis pas certain qu'elles étaient intégrées, mais l'idée c'est de proposer différents systèmes de progression de fin de jeu permettant d'extraire encore un peu plus la puissance de vos gemmes, par exemple d'augmenter 20% ici, 20% là et ainsi de suite. Je mentionne aussi les orbes de fusion, mais je ne sais pas si cette interaction est finalement dans le jeu ou non, je vais donc laisser cela un peu comme un petit suspense. Ensuite, DMT demande, nous avons vu une gemme de compétence unique teasée une fois, puis plus mentionnée, qui impliquait des montures, en particulier pour le Ranger. J'ai deux questions, existe-t-il plus que la monture de Roa, et les montures sont-elles limitées au Ranger? Peut-on imaginer par exemple un titan avec 2 massues géantes chevauchant un Roa? Réponse de Jonathan, malheureusement non, le principal avantage de la monture est la capacité de tirer des flèches sans ralentir, seules les compétences à base de flèches peuvent être utilisées depuis le dos d'un roi, n'importe qui pourrait théoriquement monter la monture, mais ça offrirait aucun avantage car tout l'intérêt est de ne pas ralentir lors de l'utilisation de compétences à distance et avec des flèches, ce qui n'est pas un système plus large ou généralisé, c'est une fonctionnalité spécifique créée pour cette occasion que nous avons trouvé cool. Cela dit, il serait intéressant à l'avenir d'explorer plus de montures pour d'autres types de contenus ou de classes, il y a certainement des idées qui pourraient être très cool, mais pour l'instant c'est la seule monture disponible. DMT demande, pour clarifier la progression de l'Atlas, peut-elle être réalisée en groupe tout comme les ascensions? Par exemple, est-il possible de faire cela à plusieurs lors des défis comme les ultimatums? Jonathan dit, oui, tout le monde peut participer à une ascension en groupe, si vous êtes groupé pour l'Atlas, tout le monde pourra recevoir les récompenses, cependant l'état de l'Atlas est propre à une personne dans le groupe. En d'autres termes, seule une personne bénéficie de la progression de l'exploration de l'Atlas, car chaque joueur a son propre atlas. Les autres peuvent tout de même profiter des récompenses obtenues, mais leur propre atlas reste inchangé en termes d'exploration. Donc en gros, c'est le chef de groupe qui va développer son arbre entre guillemets d'Atlas ou ses cartes de l'Atlas, et les autres pourront rentrer dans les cartes, profiter d'un certain nombre de loot, même si d'après ce qu'on a compris, les loots restent quand même inférieurs par rapport à celui qui va ouvrir les activités, et ils ne vont pas faire progresser leur propre carte. DMT demande, dans la vidéo de présentation, on voit l'esprit ancestral sous forme d'un singe qui a été invoqué et se tape la poitrine, puis il court n'importe où. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce singe? En réalité, nous étions encore en train de travailler la veille dessus. Il y a plusieurs aspects de cette vidéo que j'aurais aimé améliorer, et le singe qui court dans les arbres est clairement sur cette liste. Ceci dit, je ne cherche pas à éviter la question concernant ce que fait exactement le singe, je ne suis pas sûr, je devrais demander à Marc, c'est lui qui travaille sur cette partie. De plus, dans cette vidéo, vous avez peut-être remarqué un atelier de craft qui était encore présent dans cette version, mais finalement a été retiré. Cet atelier n'était pas seulement un outil de craft, il faisait également office d'encyclopédie pour les modificateurs. Le problème, c'est que l'atelier de craft posait toutes sortes de soucis, et je pourrais rentrer dans les détails si vous voulez, mais pour faire simple, cette fonctionnalité a été supprimée pour l'instant. Il est toutefois possible que nous réintroduisons quelque chose de similaire plus tard. Nous travaillons déjà sur cette interface utilisateur pour cela, et je pense que c'est une bonne idée d'avoir ces informations dans le jeu. Cependant, pour l'instant, nous n'avons rien sur les mods, cela reste en attente. Le problème n'est pas technique mais lié au design. Nous n'étions jamais satisfaits de son fonctionnement en termes de gameplay. Peut-être qu'un jour nous trouverons une manière de l'intégrer correctement. Une chose que je devrais mentionner qui n'est peut-être pas évidente, c'est qu'à chaque fois qu'un effet ou une compétence dit accorde une compétence, cette compétence peut être
être soutenue par des gemmes de support. Par exemple, dans la présentation, vous avez vu une classe avec un nœud d'ascension qui accorde une compétence suivie d'un nom de compétence. Vous pouvez soutenir cette compétence avec une gemme de support insérée dans les emplacements de votre personnage. Par exemple, l'effet Time Stop est une compétence que vous pouvez soutenir avec des gemmes de support pour en modifier ou améliorer les effets. C'est un de ces petits détails qui ne sont pas forcément évidents en regardant une simple présentation. Question de Gazi TV, la compétence Bloomage commence avec deux aspects négatifs pour la classe. Je suis curieux de savoir ce qui a motivé sa décision. D'accord, je vais expliquer un peu plus sur le Bloomage. Une chose importante à noter que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo, c'est que la classe permet de dépasser la capacité normale de vie jusqu'à donner le double de ses points de vie. Lorsque vous récupérez des orbes spécifiques, vous pouvez atteindre le double de la vie que vous auriez normalement. C'est un aspect très important et Marc m'a rappelé que j'avais pas mentionné cet avantage dans la présentation. Cela équilibre les inconvénients initiaux et apporte une dimension stratégique unique à cette classe. Et enfin, on a eu un chat de fin de live, de fin de direct, donc c'est des questions assez rapides pour la fin de live. Donc combien de points d'ascendance allons-nous avoir en tout? Nous aurons le même point d'ascendance que dans Path of Exile 1, soit 8 points. Vous obtenez 6 points au cours de votre campagne et les deux derniers sont liés au contenu de fin de jeu. Comment fonctionne la compétence du gel de temps du Chronomancer, en particulier quand on est en groupe? Est-ce que ça bloque aussi les alliés? Non, pas du tout, la compétence ne bloque que les monstres, elle n'affecte pas vos alliés. Vous pouvez également coordonner les effets en groupe pour qu'un joueur utilise gel du temps suivi d'un autre et ainsi de suite. Jonathan explique qu'en théorie, ça devrait fonctionner. Donc je pense qu'il y aura quand même un certain nombre de limitations et normalement, on ne devrait pas pouvoir le faire comme ça, en tout cas faire une rotation infinie. Soit parce qu'ils vont mettre un temps de rechargement qui sera assez long, soit parce qu'au bout d'un moment, les monstres seront peut-être immunisés. L'Animate Gardien sera-t-il disponible et fonctionnera-t-il différemment? Il ne sera pas disponible en accès anticipé, mais nous verrons plus tard. D'autres mécanismes occupent un espace de design similaire et vous découvrirez cela plus tard. En revanche, les golems pourraient revenir dans le futur. Donc là, on parle des Animate Guardian. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des compétences qui permettent aux joueurs d'animer un gardien à partir d'objets d'équipement. Donc c'est un serviteur qui utilise ces objets pour combattre à vos côtés, pour faire ça. Où est passé le nécromancien alors que nous avons vu des ascendances Bloodmage et Infernalis? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui était revenue quand je vous avais fait la vidéo de présentation. Et il répond que nous ne voulons pas que les joueurs se sentent obligés de choisir une seule ascendance pour les builds de minions, donc d'invocation. Cela rend le design plus complet car nous devons offrir plusieurs options intéressantes pour ces builds. Et là encore petit aparté, je pense qu'il y a une bonne probabilité que la troisième ascendance qu'on ne connaît pas encore soit peut-être plus orientée vers le renforcement des invocations. Enfin, en tout cas c'est tout à fait possible. Les Strongbox semblent avoir un temps d'apparition de monstres très long, est-ce que c'est intentionnel? Ils disent non, ce problème vient d'une ancienne version de la présentation, nous avons accéléré le taux d'apparition des monstres des Strongbox juste après avoir enregistré cette partie, mais nous n'avons pas pu réenregistrer la vidéo à temps. En jeu, les monstres apparaîtront beaucoup plus rapidement. Donc pour ceux qui connaissent pas Path of Exile, les Strongbox c'est des coffres forts en gros, c'est des objets interactifs que vous pouvez trouver dans les zones du jeu et lorsqu'ils sont ouverts ils vont déclencher des différents effets avec des monstres etc. C'est un peu l'équivalent des coffres piégés de Diablo 4 avec différents effets mais de très bons loot à l'intérieur si vous validez l'événement. Peut-on utiliser la souris et un stick analogique ensemble pour des questions d'accessibilité? Nous prévoyons une interface qui bascule dynamiquement entre la version console, clavier et souris selon l'utilisation, mais ce système là exactement n'est pas encore en place. Nous y travaillons. Cependant, le support clavier-souris sur console n'a pas été prévu initialement, mais nous pourrions l'examiner. Qu'est-ce que l'init magnitude? C'est un multiplicateur pour les dégâts d'embrasement. Plus la frappe initiale est puissante, plus les dégâts d'embrasement sont importantes. Magnitude permet donc de faire évoluer davantage ces dégâts. Donc pour faire simple, vous faites une attaque de feu, plus l'attaque est puissante, plus le dot qui va résulter de cette attaque, donc le dégât sur la durée va être important. Y aura-t-il des compétences de style spin to win comme Cyclone? Oui, mais pas dans cette version. Cyclone, dans sa version classique où on tourne indéfiniment, n'est pas présent, mais nous pourrions l'ajouter avec d'autres classes plus tard. Des modifications comme des immunités élémentaires ou des réflexes existeront-elles dans Path of Exile 2? Certains debuffs difficiles pour les bulles seront bien présentes, cependant des mécaniques comme Reflect seront moins mises en avant. Le but est que votre bulle soit bon ou mauvais contre certains défis, mais sans blocage injuste. Donc là, de quoi il parle, c'est que comme dans Diablo par exemple, vous pouvez jouer une sorcière de feu et vous allez vous trouver dans Diablo 2 par exemple contre des monstres qui sont totalement immunisés au feu, bah vous pouviez tout simplement pas les tuer, vous étiez bloqué, donc il fallait recharger la carte ou les contourner tout simplement. Et donc le but c'est qu'on va retrouver quand même des monstres qui peuvent être plus résistants à votre build,
mais sans pour autant complètement vous bloquer. En tout cas, c'est l'objectif. Y aura-t-il des fonctions pour importer ou exporter des arbres de compétences, donc des builds, en copier-coller? Nous avons prévu une fonction permettant de créer un fichier de build pour les arbres de compétences, similaire au filtre d'objets. Ce fichier pourrait être placé dans un dossier chargé via une liste déroulante en jeu. Cette fonctionnalité n'a pas été terminée, mais nous espérons la finaliser. Ça, c'est vraiment très cool. La popularité de Path of Exile 2 semble dépasser vos attentes. Êtes-vous surpris? Avec la sortie complète, les chiffres seront énormes puisque le jeu est gratuit. Nous pensions que l'accès anticipé payant limiterait un peu les chiffres, mais les packs se vendent très bien. Nous devons maintenant nous assurer que nos serveurs peuvent gérer l'afflux de joueurs, même si nous devons maintenant nous assurer que les serveurs peuvent assurer l'afflux de joueurs. Et pour finir, il dit: j'espère que tout le monde appréciera le jeu à sa sortie. Mon objectif principal est de m'assurer que les serveurs tiennent le coup le jour du lancement. Merci pour votre soutien. Comme vous l'avez vu, c'est une interview extrêmement dense, mais très intéressante. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est la personnalité de Jonathan, qui était vraiment très naturelle et spontanée, voire même attachante. Il me rappelle un petit peu Steven Sharif d'Archive of Creation, qui pareil est relativement très ouvert sur sa communauté. Bref, en tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de lire cette interview. J'ai appris beaucoup de choses et ça m'a hyper hypé pour tester le jeu. D'ailleurs, j'ai posé mes congés pour pouvoir vous streamer ça et vraiment en profiter. Et vous, qu'avez-vous apprécié dans cette interview? Dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye!